Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour au peuple du monde entier, bonjour aux matriotes et bonjour aux manafricains et les manafricaines. Voilà, maintenant, comme nous devons parler de la matrie, puisque la patrie a failli, la patrie a échoué, je le dis haut et fort, sans regret, parce que nous sommes en train de voir comment est-ce que le monde tourne, comment est-ce que le monde est en train d'évoluer. Le monde est en train d'évoluer dans la méchanceté et excusez-moi, cette méchanceté a été établie, a été créée, organisée par des bandes, par des groupes de banditistes, des banditismes, par des groupes de bandits qui ont créé une loi, qui ont créé des lois euh, qu'ils ont exigées, qu'ils ont fait passer des lois comme si c'était des lois de justice, de démocratie, de lois pour tous, mais en fait, quand ils sont là, ils ont créé une domination sur le monde à travers les lois machiavéliques, les lois qui consistent à tuer les autres, les lois qui consistent à dominer sur les autres, les lois qui consistent à vendre les terres des autres, à faire remplacer les populations, les peuples. Mais vraiment, c'est horrible ce qui est en train de se passer. Et pendant ce temps, nous les Africains, parce que nous les Africains, nous sommes des victimes. Ce sont les Africains qui souffrent de tout ça. Ce sont les peuples faibles qui souffrent de tout ça. Et les peuples faibles, c'est qui? C'est nous les Africains. Parce que depuis la création de ce monde, alors que nous sommes un peuple ancien, nous sommes une race ancienne, mais c'est nous qui sommes c'est nous qui avons été dominés et c'est nous qui souffrons de de cette de ce changement, de cette domination, de cette euh, euh, prise d'otage, de cet esclavagisme, de tout ce que vous savez, de cette traite négrière. Donc, peuples africains, réveillez-vous. Peuples noirs, réveillez-vous. Parce que si nous partons dans cette direction où ce peuple africain évolue individuellement. Ce peuple africain ne voit que le matériel sur cette terre. Chers matriotes, chers manafricaines, nous n'aurons que nos yeux. Nous allons être les SDF sur nos propres terres. Nous allons être les SDF sur ce qui nous appartient. Nous allons être les SDF sans, sans sol, sans les terres sur nos propres continents. Nous sommes en train de les voir. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Ce sont des plans qui avaient commencé depuis longtemps. Mais sauf que le fait ils nous avaient privés de communication, parce que vous savez bien que leurs médias, les gens qui disent la vérité ne passent pas sur les médias occidentaux, ne passent pas dans les médias instrumentalisés, parce ils ont fait d'une façon que pour passer dans leurs médias, il faut que vous allez dans la même direction que eux. Il faut que vous soyez d'accord avec leurs écrits. Nous sommes tous en train d'observer ce que ces organismes, ce que euh, 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 ces colons sont en train de se faire. La guerre de l'Ukraine est venue ouvrir beaucoup de choses. Cette guerre de l'Ukraine nous a permis de connaître les choses qu'on ne pouvait ni connaître à l'école, ni en faisant même des grandes études. Parce que même jusqu'à aujourd'hui, nous voyons les gens qui ont fait des grandes études, il y en a qui passent à côté de ces choses-là. Ça, ce sont des choses aujourd'hui que nous sommes en train d'aller chercher par les sources qui ne sont pas exposées à la merci de tout le monde. Ce sont des sources qui sont vraiment euh, euh, comment, qui sont vraiment privées. Mais c'est pour ça que nous prenons notre temps de venir partager cela avec vous, de venir
réveiller vos consciences, de venir vous sensibiliser. C'est pas par plaisir que nous sommes là devant nos écrans pour euh, 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 passer ce temps à partager les informations avec vous, mais c'est parce que nous voulons nous battre, nous voulons attirer votre attention, l'attention des peuples africains, l'attention de cette race noire, cette race africaine, cette race qui a subi la traite négrière, cette race qui a subi l'esclavagisme, cette race qui a été prise en otage, cette race qu'on minimise, cette race qui est sans considération au vu des Blancs. Vous qui êtes là, qui croyez que le colon nous aime, le colon ne nous aime pas. Le colon aime ce qui nous appartient. Le colon aime aime le sous-sol africain. Le colon aime le continent africain, mais sont les Africains eux-mêmes. Comment est-ce que nous allons vous faire comprendre ça? Ils ont créé toutes sortes de guerres sur nos territoires. Ils ont créé toutes sortes de divisions de nos peuples. Ils ont tracé, ils ont falsifié comment je vais dire ça? Le, 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 le partage de nos terres, le partage géographiquement, ils ont changé euh, notre territoire. Historiquement, ils ont changé l'histoire, ils ont falsifié l'histoire. Mais cette histoire-là, nous allons vous la faire connaître à travers nos réseaux sociaux. Mais avant de continuer mon message, j'aimerais bien que vous allez j'aimerais vous passer les images que nous allons chercher pour vous, pour que nous soyons tous dans le même, nous parlons tous le même langage, pour que nous comprenions tous et chacun de nous puisse prendre conscience, que chacun de nous puisse réfléchir sur ces messages-là que nous venons vous partager. Car ce n'est qu'avec l'information, ce n'est qu'avec la connaissance que nous pouvons mener cette guerre jusqu'à la fin. Parce que nous sommes en pleine guerre. On ne va pas se cacher, on va pas se les cacher les mots. Ou on ne va pas dévier, on ne va pas caresser les mots ou aller chercher. Nous sommes en guerre et nous avons toujours été en guerre. Pourquoi avant nous n'avons pas vu cette guerre-là? Parce qu'on se laissait faire, parce que personne ne leur tenait tête. Et maintenant, aujourd'hui, comme nous sommes en train de leur tenir tête, voilà que vous êtes en train de voir où ils vont inventer les choses. Il y a le sentiment anti-français, il y a le sentiment anti-colon, il y a le sentiment anti-ceci, où il y a une éveil de haine envers le peuple, envers les Européens. Mais cette haine-là, qui c'est qui les a emmenés? Qui c'est qui a instauré la haine parmi le monde? Mais aujourd'hui, une personne va subir, mais à un moment donné, la personne va se réveiller. C'est ça que nous sommes en train de voir, le réveil des peuples africains. Mais il y a encore beaucoup d'Africains qui sont encore dans la distraction. Il y a encore beaucoup des Africains qui sont encore étourdis. Mais nous allons vous réveiller dans cet étourdissement-là. Vous devez vous réveiller. Donc, chers compatriotes, chers matriotes, chers manafricains, manafricaines, je vais vous passer ces vidéos et vous allez voir pourquoi nous sommes là, pourquoi on ne se fatigue pas, pourquoi on est, malgré nos fatigues, malgré nos occupations, nous sommes là pour venir réveiller vos consciences. Suivez avec moi. C'est parti où là? Voilà. L'influence historique de la France en Afrique s'est souvent étendue au soutien de dirigeants dociles qui s'alignent sur ses intérêts économiques. Grâce à des alliances stratégiques, une assistance militaire et des manœuvres politiques, la France peut influencer indirectement les présidents africains et maintenir le contrôle sur les ressources et les marchés. Cette pratique a permis à la France de sauvegarder son agenda économique, tout en perpétuant la dynamique néocoloniale, inhibant la pleine autonomie et le potentiel de développement des pays africains. Dans cette interview, le Dr Arikana Chiombo-Rikao, ancienne ambassadrice de l'Union africaine aux États-Unis, raconte comment la France contrôlait les présidents africains et les forçait à ne pas toucher à certaines choses de leur propre pays. Écoutez ce qu'elle a dit. À un moment donné, si vous regardez la situation avec les anciennes colonies françaises,
Avant même qu'un président n'arrive au pouvoir, il y a certains domaines interdits que le président ne doit pas toucher. Parce que si vous le faites, vous ne vivrez peut-être pas assez longtemps pour voir la fin de la journée. Des domaines comme l'armée, des domaines comme les finances, et les réserves qui doivent être déposées au Trésor français, des domaines des ressources naturelles. Donc, si vous êtes un président africain qui arrive au pouvoir, et qu'on vous dit, tant que vous restez à l'écart des discussions concernant leur présence militaire dans le pays, la formation de vos militaires par la France, l'équipement de vos militaires par la France, ne parle pas des ressources naturelles. Les entreprises françaises ont le premier droit d'agrément, et veillez à ce que vous continuiez à déposer vos réserves bancaires auprès de la Banque centrale de France. Si vous évitez ces domaines, vous êtes libre de diriger votre pays comme vous le souhaitez. Maintenant, quel genre de leader est-ce? Quel environnement allez-vous occuper, gérer et diriger votre pays, avec tous ces grands domaines de développement économique qui ne vous sont plus accessibles? Le tout est tellement ahurissant que nous sommes allés sur tant d'années, nous sommes en 2023, que les dirigeants africains n'ont pas été en mesure de défaire les accords qui ont été mis en place lorsque les pays africains ont obtenu leur indépendance. C'est incroyable qu'à ce jour, on puisse avoir un pays comme le Niger, être le deuxième pays le plus pauvre du monde, et pourtant toutes ses ressources vont à la France. La majeure partie du Niger n'est pas électrifiée, alors que leur uranium électrise la France et l'Europe. Vous pouvez prendre l'un après l'autre, à tous les niveaux. C'est injuste, c'est inacceptable. Et je ne sais même pas comment les puissances occidentales s'endormiraient vraiment tous les jours, sachant les ravages qu'elles créent en Afrique, tout en espérant que cela durera toujours. Le temps est venu, les enfants d'Afrique sont maintenant réveillés, ils peuvent voir clairement maintenant, et ils se lèvent simplement et disent que ça suffit. Alors oui, nous n'aimons pas les coups d'État, mais les 4 derniers coups d'État sont très différents, dans le sens où les enfants d'Afrique sont très clairs, parce que ce sont eux qui se lèvent et disent que nous devons reprendre notre pays, nous devons défendre notre territoire, ce qui est bien est bien, ce qui est mal est mal. Nous ne pouvons plus continuer à être exploités, c'est ce qui fait la différence. Ce n'est pas influencé par la France, ces coups d'État ne sont pas influencés par une nation, ce sont simplement des gens qui prennent du recul et disent que nous reprenons ce qui nous appartient, et c'est ce qui rend ce coup d'État différent. Et je suis mal à l'aise de les appeler coups d'État, je les appelle plutôt réalignement idéologique de nos valeurs économiques, politiques et sociales. Les enfants se sont levés, et les enfants parlent, et les citoyens eux-mêmes soutiennent ceux qui ont mené le soulèvement. Et c'est un avertissement aux puissances occidentales que la révolution africaine a commencé, et ceux qui vont s'aligner avec le peuple sont ceux qui vont survivre à la révolution qui se déroule en Afrique. Il en va de même pour les dirigeants africains, ceux qui s'aligneront sur les souhaits du peuple, sont ceux qui survivront également à cette révolution. Je crois que la révolution africaine a commencé, et ceux qui ne peuvent pas voir l'écriture sur le mur, ils ne survivront pas à cette révolution. Il n'y a pas de retour en arrière. Les enfants d'Afrique se lèvent, les enfants d'Afrique comprennent les enjeux, et cette fois ils descendent dans la rue, pas pour faire la fête, ils descendent dans la rue unis, en tant que citoyens du Niger, en tant que citoyens du Mali, le Burkina Faso, la Guinée, parce qu'ils comprennent que ce combat particulier doit être traité au niveau national. Et j'espère qu'avec le temps, il sera traité au niveau continental. Parce que l'exploitation du continent doit cesser.
Et cette fois, ce sont les enfants d'Afrique qui parlent et le monde a intérêt à écouter. S'est manifestée à travers un réseau complexe de manipulations politiques lui permettant d'installer, de soutenir ou de destituer des présidents en fonction de ses intérêts stratégiques et économiques. Cette approche, souvent qualifiée de néocolonialisme, a eu des répercussions importantes sur la gouvernance et le développement du continent. La France est connue pour soutenir les dirigeants qui sont favorables à son programme, en fournissant une aide financière, une assistance militaire et un soutien diplomatique. Ce soutien assure non seulement la stabilité des intérêts économiques français, mais renforce également une dépendance qui limite la souveraineté des nations africaines. À l'inverse, lorsque des dirigeants africains ont contesté la domination française, ou cherché à affirmer leur indépendance, la France a été accusée d'orchestrer des coups d'État, ou de soutenir des forces d'opposition pour les chasser du pouvoir. Cela s'est parfois traduit par l'installation de dirigeants plus sensibles aux intérêts français. Dans les deux cas, cette manipulation du leadership sert à maintenir l'influence de la France sur des secteurs clés, tels que les mines, le pétrole et l'agriculture, ainsi que le contrôle de la monnaie et des accords commerciaux. En influençant les dirigeants politiques, la France continue de façonner la trajectoire des nations africaines, souvent au détriment de leur autodétermination et de leur véritable croissance économique. Pour rompre les liens avec la France-Afrique, les nations africaines devraient donner la priorité à l'autonomie économique et politique. L'établissement de leur propre monnaie, indépendante du franc CFA, peut renforcer le contrôle monétaire. La diversification des économies, loin de la dépendance aux ressources et la promotion d'accords commerciaux régionaux, favoriserait l'autosuffisance. Bonsoir, coach Amonchik. Voilà. C'est le réveil des peuples africains. Si on ne se réveille pas, vous avez compris que aujourd'hui, ce n'est pas nous seulement qui connaissons, qui venons sensibiliser les peuples. Même ceux qui ont occupé les postes à haut niveau dans ce monde réalisent que nous, les enfants d'Afrique, on avait raison. On avait raison de se réveiller. Merci à ceux qui prennent conscience, à ceux qui ont collaboré avec eux, à ceux qui les ont servis, mais qu'aujourd'hui ont compris que enough is enough, trop c'est trop, c'est le moment de redonner aux Africains ce qui leur appartient, de respecter cette race, parce que nous avons tout donné. Pendant 1000 ans, nous avons tout donné, mais sans reconnaissance, sans le moindre respect de nos colonisateurs. Alors, peuples africains, vous allez vous réveiller. Il faut qu'on se réveille ensemble. Je vous repasse encore la continuité, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas un plan. C'est pas une mission d'aujourd'hui. C'était une mission qui a commencé depuis longtemps. Ça a commencé avant la colonisation. Ça a commencé avant que, je ne sais pas à quelle ère que ça avait commencé, mais vous savez que ça a commencé même pendant la conférence de Berlin, qui était la conférence de Congo, où les Occidentaux sont partis pour diviser nos terres, pour se partager nos terres. Ils ont partagé nos terres africaines comme une part de gâteau. Ils ont partagé nos terres africaines, notre bien, sans même nous laisser une part. Vous allez voir ce qu'ils font de nous. Ils utilisent ce qui nous appartient, mais sans reconnaître le peuple qui leur a ouvert ses portes, le peuple qui les a reçus, le peuple qui leur a donné la possibilité de se partager le bien que nous avons. Oui, l'Africain est gentil. L'Africain partage ce qu'il a. Mais sauf qu'aujourd'hui, avec la mentalité occidentale, l'Africain a changé. Mais de notre nature est la nature qui ouvre les mains. C'est la nature qui partage. Chers compatriotes, nous, on ne s'arrête pas là. La continuité de la complicité des Occidentaux à vendre nos terres,
à prendre nos terres, à s'accaparer de nos terres. Ils passent par des individus, par les peuples, pour ils choisissent les peuples, les éléments les plus faibles pour faire le boulot, parce qu'aujourd'hui, ils ne veulent plus eux-mêmes être, être les locomotives. Mais en fait, ils passent derrière quelqu'un, ils donnent les clés à quelqu'un pendant que eux, ils ont le fouet derrière cette personne en lui disant ce qu'il faut faire. Nous constatons que aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso, ces gens-là qui sont en train de condamner les coups d'État. Mais ils n'ont qu'à nous expliquer comment est-ce que Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir. Denis Sassou Nguesso, à qui eux, ils donnent tous les prêts possibles. Quelqu'un qui n'a jamais respecté ses engagements. Mais Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui est reçu partout. C'est lui qui est reçu quand déroule le tapis vert. Pourquoi Denis Sassou Nguesso ne s'inquiète pas? Parce qu'il est là au service des Occidentaux, parce qu'il est là en train de servir les intérêts des Occidentaux. Alors, chers compatriotes, Sassou à lui tout seul, il a assassiné, il a massacré, il a commis des crimes sur les terres Congo, sur les peuples Congo. Et récemment, il n'y a pas très longtemps, nous venons de voir que Denis Sassou Nguesso est allé chercher les Rwandais pour cultiver la ricine, un poison un poison pour affaiblir, pour diminuer cette population Congo, en remplaçant les Rwandais. Et avec un discours, vous allez voir, cela n'est pas en train de se passer sous les coulisses, ça se passe devant tout le monde. Et on laisse à cette personne de continuer cette mission, la mission d'éliminer les peuples, la mission de remplacer les peuples. Mais ces Occidentaux qui, soi-disant, ils sont là pour la paix, qui sont même aujourd'hui, ils sont incapables d'instaurer la paix là où ils ont créé eux-mêmes la guerre. La guerre est sur leur continent. Ils n'ont jamais parlé de paix. Ils sont là en train de placer les bases militaires sur notre territoire. Et malgré ces bases militaires, nous avons un continent qui est instable, qui a de l'insécurité. Même le secrétaire général de l'ONU l'a bien précisé qu'ils n'avaient pas des armes sophistiquées pour combattre les terroristes, pour combattre les rebelles qui sont à l'est de la RDC, qui sont là depuis 20 ans. Et aujourd'hui, ça fait plus de 15 millions de morts. L'ONU, les Nations Unies n'ont pas pu mettre la guerre, n'ont pas pu mettre la main sur ces rebelles-là. Avec ça, vous allez, comment est-ce que nous allons juger cela? Comment est-ce que nous allons prendre cela? Eux qui sont pour la paix, eux qui aujourd'hui, ils ont déployé plein le matériel de guerre sophistiqué en Ukraine, mais ils sont incapables d'arrêter des petits rebelles dans les pays africains. Alors que c'est parce que ces rebelles-là, c'est eux-mêmes qui ont créé ces rebelles. C'est eux-mêmes qui ont créé le terrorisme. Nous pouvons voir le témoignage de ce général qui avait participé à l'opération Turquoise. L'opération Turquoise va nous dire toute l'histoire, comment ce que la France a mis Kagame pour tuer les peuples Hutus. Donc voilà maintenant les Tutsis qui ont tué les peuples Hutus aujourd'hui sont en combine avec Denis Sassou Nguesso et son fils pour remplacer les peuples Congo sur leur propre terre, en voulant expliquer que c'est pour faire l'agriculture. Donc les peuples Congo sont incapables de se faire l'agriculture eux-mêmes. De quoi nous avons en commun avec les peuples Tutsis pour venir nous faire une agriculture? Et ce fils de Denis Sassou Nguesso s'explique tranquillement, comme si c'était ses terres à lui, comme si c'était son bien personnel, à donner l'offre aux étrangers pendant que les Congos eux-mêmes n'ont pas où
aller s'abriter. Les peuples Congo vivent aujourd'hui dans la forêt. Et lui, il est en train de faire venir 1,5 million Tutsis sur nos terres. 1,5 million Tutsis rwandais sur nos terres. Et pendant ce temps, il y a certains Congos qui sont là, qui en rigolent, qui sont dans la distraction. Et pendant ce temps, ces Occidentaux qui sont là, soi-disant pour la justice, ne disent mot. Chers compatriotes, réveillons-nous. Nous sommes là pour venir réveiller vos consciences. Regardons encore. Entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bouenza. Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société Eni est actuellement en train de procéder à des tests pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis 2 semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Loudima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. Troisième projet, le projet de développement agropastoral à Yamba dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agropastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. Quatrième projet, le projet d'exploitation minière. Suite aux travaux menés avec le ministère de l'Industrie minière et de la Géologie, la société Crystal Venture avait obtenu 4 permis de recherche et actuellement elle bénéficie d'un permis d'exploitation de la mine de Kanga Michopo dont le délai d'exploitation va démarrer à la fin du mois d'août 2023. Le 5e projet qui consiste à la réalisation du port sec de Dolisie, à ce jour n'a pas connu de développement particulier, mais nous avons bon espoir que dans les mois qui vont suivre, les 2 parties vont entamer des discussions pour également faire avancer ce projet. De tout ce qui précède, il résulte que les projets retenus par les 2 parties, à l'exception de celui relatif au port sec de Dolisie, ont connu un début d'exécution satisfaisant. La partie congolaise étant interpellée sur la fourniture de l'eau, de l'électricité et de l'Internet, va s'employer à apporter sa pierre à l'édifice, sans laquelle le développement du parc industriel et commercial de Maluku ne pourra pas être effectif. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je veux répéter, je veux le redire encore. Ça, c'est le fils du président du putiste Denis Sassou Nguesso qui est revenu au pouvoir par un coup d'État qui a été soutenu par Chirac, dont les armes ont été fournies par la France, venir déstabiliser le président élu Pascal Lissouba, qui est mort en exil dans un pays démocratique, soi-disant un pays démocratique. Mais nous vivons dans ces pays ici, on n'a jamais vu un homme politique qui va se réfugier quelque part, qui ne peut pas rentrer dans son pays parce qu'il a des problèmes politiques par rapport à son opinion politique. On n'a jamais vu ça. Mais cela se passe dans les pays démocratiques francophones. Cela se passe dans les pays africains démocratiques.
francophones. Donc, on nous a donné, on a fait semblant de donner, de déclarer nos pays démocratiques, les pays indépendants, alors que pendant ce temps, ils ont la même mise sur nos peuples, ils ont la même mise sur nos terres, sur notre continent. Alors, peuples africains, réveillons-nous. De quel droit un fils d'un président, on ne peut voir ça nulle part, un fils d'un président se permet de faire les offres d'un territoire, de faire les offres des terres d'un peuple à un autre pays devant le monde entier et personne n'en parle. Chers compatriotes, de quel droit? On vient au pouvoir pour servir les peuples. Mais nous, ce que nous avons constaté dans les pays africains où les dictateurs sont placés, où il y a des dictateurs, parce que quand il y a des dictateurs, ça veut dire qu'il y a la main noire derrière. Et cette main noire, c'est la main occidentale, c'est la main coloniale. Et cette main coloniale continue à donner les armes pour qu'on puisse mater les peuples. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir ça avec le Niger, avec le Mali, avec le Burkina Faso. Ces présidents qui sont là pour servir les peuples sont devenus les ennemis des Occidentaux, sont devenus les ennemis des colons. Regardez la guerre que ces colons-là sont en train de mener à nos braves présidents qui se sont levés, à cette jeunesse qui s'est levée pour faire face à la colonisation ingrate des colons. Regardez la guerre qu'on leur mène. Et aujourd'hui, avec le Niger, nous avons l'exemple. Nous avons l'exemple avec le Niger, comment est-ce qu'ils ont voulu, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, s'il n'y avait pas le réveil des consciences de la jeunesse, aujourd'hui que nous sommes en train de parler, il y aurait déjà une déstabilisation sur le continent africain. Alors, peuples africains, ce qui est en train de se passer dans notre continent, ce qui est en train de se passer dans des pays que ces Occidentaux menacent, ne prenez pas que c'est individuel. Nous devons tous être derrière nos leaders aujourd'hui qui ont pris ce courage de se lever, qui ont pris le courage d'être debout devant ces Occidentaux. Nous devons les soutenir. Nous devons soutenir le président digne Assimi Goïta. Nous devons soutenir le président digne Ibrahima Traoré. Nous devons soutenir ce président aujourd'hui qui a pris le pouvoir au Niger. Le président, on s'en fout, comme a dit cette dame. Comment est-ce qu'ils ont pris le pouvoir? Mais s'ils ont pris le pouvoir par la force pour servir leur peuple et que leur peuple les accompagne dans ça, mes chers compatriotes, c'est des coups d'État justifiés. Parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas condamner les coups d'État de nos braves présidents qui se sont levés aujourd'hui au coup d'État de Ouattara, au coup d'État de Denis Sassou Nguesso, au coup d'État de Kagame, au coup d'État de tout ce monde-là. Parce que ce monde-là est venu au pouvoir par des coups d'État. Qui c'est qui a montré aux peuples africains que pour être au pouvoir, il faut venir par les coups d'État? Ce n'est pas eux les Occidentaux. Et aujourd'hui, ils veulent reprocher ça aux gens. Alors, chers compatriotes, je vais vous voir comment est-ce que les Occidentaux veulent remplacer les peuples Congo par les Tutsis. Après ça, nous allons suivez ça. Je ne vais pas faire la publicité, mais quand il y a des choses importantes, on va chercher partout. Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver sur Télar TV. Nous sommes le 24 août 2023, voilà. Date mémorable pour les Congolais de Brazzaville, date anniversaire de la mort
du président professeur Pascal Lissouba. Docteur en sciences naturelles en 1958 en France, le professeur Pascal Lissouba, fondateur de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale UPADES, est le premier et unique président congolais élu par suffrage universel direct au Congo-Brazzaville au cours d'une élection démocratique, libre et transparente. C'était en 1992 devant Denis Sassou Nguesso qui n'arrive pas en troisième position après Bernard Kolela. Nous ne venons pas parce que nous avons soif du pouvoir. J'aurais pu le prendre 36 000 fois par le passé. Beaucoup d'entre vous sont témoins. En tout cas, ceux qui sont nourris par la mauvaise foi, certains d'entre eux sont témoins de mes refus. Je les ai pris à témoin. Aujourd'hui, je viens pour vous servir, messieurs et mesdames, et non pas pour me servir, je n'en ai pas besoin. Avant la fin de son mandat présidentiel de 5 ans, Pascal Lissouba est renversé du pouvoir par un coup d'état militaire sanglant de Denis Sassou Nguesso aidé par la France de Jacques Chirac. Pascal Lissouba est ainsi forcé à l'exil où il trouve la mort le 24 août 2020 et enterré à Perpignan. C'était un homme de paix, un homme de culture, un grand scientifique. Nous sommes ses enfants, nous avons suivi son chemin. Et aujourd'hui, nous perdons un grand homme. Il faudra certainement encore une cinquantaine d'années, 50 ans, pour produire un homme de la trempe, du calibre de Pascal Lissouba. Pour moi, c'est une grande perte de perdre un grand homme comme ça. Un homme qui est parti avec plein de projets, plein de bonnes choses. Il avait tellement des projets d'avenir pour le Congo. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de réaliser tout ce qu'il avait comme projet pour le Congo. Il nous avait promis beaucoup de choses au Congo. Malheureusement, il a eu un peu de temps. Et sur le peu de temps qu'il a eu, il n'a pas pu réaliser le quart de tout ce qu'il avait comme projet pour le Congo. Et pour moi, aujourd'hui, je peux dire que les sentiments que j'ai aujourd'hui, c'est un sentiment de tristesse. Je suis peinée et je suis vraiment remplie de tristesse pour ce grand homme qui nous a laissés comme ça. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il a laissé les orphelins partout. Parce que nous tous, on était derrière lui, on le soutenait, on voulait vraiment qu'il puisse réaliser ce qu'il nous avait promis. Parce que derrière ce grand homme, il avait un programme très, 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 très riche et c'était bien pour la jeunesse. Qui était l'homme? Qui était Pascal Lissouba? Sa vision pour le Congo-Brazzaville. On en parle aujourd'hui avec Kovalan Tshibinda Kwangu, acteur politique, cadre informaticien et membre de la confrérie des Lissoubistes. Vous êtes également ancien secrétaire chargé des finances de l'UPADES France, filleul du président professeur Pascal Lissouba. Bonjour Kovalan Tshibinda Kwangu et merci d'être avec nous sur TLR TV. Bonjour cher Christian, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Merci Kovalan d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, c'est le 3e anniversaire de la mort du président professeur Pascal Lissouba. Mais l'actualité oblige et l'actualité politique au Congo-Brazzaville, c'est aussi les sénatoriales du 20 août dernier. Nous allons donc commencer par là. Les résultats sont désormais connus. L'UPADES, le parti du professeur Pascal Lissouba, sort avec 0 sénateur. Chez nous, on dit les Bumutu, c'est-à-dire 0, vous n'avez rien eu. Curieux, non? Pour un parti de gouvernement comme l'UPADES, ce parti qui avait porté Pascal Lissouba au pouvoir en août 1992. Quelle lecture faites-vous de ces résultats de l'UPADES au sénatorial? Quelle analyse vous inspire ces résultats? Mais écoutez, avec la mort en 2020 du président Pascal Lissouba, on peut dire que l'UPADES a également été enterré, puisque cette UPADES qui est partie à Brazzaville pour s'acoquiner avec le régime de Brazzaville n'est plus la vraie UPADES, n'est plus l'UPADES que nous avons connue, n'est plus l'UPADES qui a porté Pascal Lissouba.
l'âme de Pascal Lissouba ne se trouve plus dans cette UPADS que je qualifie de UPADS TSN, UPADS PCT, UPADS Sassou Nguesso. Et donc aujourd'hui, que voulez-vous, Monsieur Chrétien-Perrin, une telle UPADS qui ne porte pas en elle les principes de Pascal Lissouba ne peut pas donner l'espoir. Vous savez, mon frère Marc Mapingou disait que c'était l'espoir d'une génération, le défi d'un continent. C'était ça le slogan en 1992. Aujourd'hui, l'UPADS est devenu pitoyable parce qu'ils se sont accouplés avec des forces putschistes. Et que voulez-vous, ceux qui tiennent les rênes de l'UPADS aujourd'hui se prévalent être des lissoubistes, des fidèles continuateurs de la vision de Lissouba, et que Lissouba leur aurait fait confiance pour continuer à gérer ce parti. Ah, mon cher Christian, vous avez affaire à quelqu'un qui connaît bien l'histoire de l'UPADS. Aucune des personnes actuellement à Brazzaville ne peut vous dire qu'ils ont eu l'aval du président Pascal Lissouba. J'étais avec eux en janvier 2005 lorsque nous avons été reçus par le président Pascal Lissouba. Et eux, ils savent ce que le président Lissouba avait dit à cette occasion. Ils n'ont jamais eu l'aval du président Lissouba pour entrer au Congo. Ils n'ont jamais eu la bénédiction du président Pascal Lissouba. Ils ont au contraire trahi le président Lissouba qui, à l'époque, commençait à être malade. Je peux vous dire que c'est une véritable trahison dont le président a été victime. Finalement, ça a été donc une usurpation, c'est ça, une usurpation? Ah oui, c'est une véritable usurpation. Le président Lissouba avait laissé le parti à la jeunesse que nous sommes. Hein. Le secrétaire général de l'UPADS à l'époque était Monsieur Paulin Makita. J'étais un de ses proches collaborateurs. Nous avions pour mission de continuer la vision du parti, mais nous avons été trahis par les forces intérieures qui ont été beaucoup plus attirées par l'argent que par de véritables idéaux lissoubistes. Ces gens sont rentrés au Congo pour se faire du CFA, pour avoir des salaires de députés, pour avoir des salaires de conseillers municipaux. Ce n'était pas ça la vision du président Pascal Lissouba. Et je me suis toujours levé contre cette UPADS TSN, cette UPADS PCT. C'est une honte que ces gens aient trahi le président Pascal Lissouba. Mais ce que je peux aussi vous dire, c'est que plus vous avez un homme d'une telle densité, plus vous avez des Judas qui se créent. Donc, ce n'est pas étonnant. Dans la vie des grands hommes, il y a toujours eu des Judas. Et donc, l'UPADS actuellement à Brazzaville est une UPADS Sassou Nguesso et elle n'a pas vocation à satisfaire les préoccupations du peuple. Et finalement, ce n'est plus un parti de l'opposition parce que dernièrement, on a vu, et la vidéo a circulé sur la toile, où un ancien député de ce parti, en l'occurrence Guillaume Foutou, qui implorait carrément la pitié de Denis Sassou Nguesso afin qu'il leur retourne l'ascenseur. Écoutez, cette vidéo, je l'ai regardée comme vous, cher Christian, et j'ai beaucoup rigolé. Mais l'UPADS, comme je vous l'ai dit, est devenue une succursale de M. Sassou Nguesso. En réalité, vous êtes en train de me dire que l'UPADS n'a pas de député ou n'a pas de sénateur, mais au contraire, on peut dire que l'UPADS a des sénateurs, puisque le PCT est majoritaire au niveau du Sénat. Donc, ils ont des représentants au sein du PCT. Et ce n'est pas un parti d'opposition, c'est un parti porteur de sac du PCT. Et c'est ça qui est dommage. Mais il y a un espoir, cher Christian, c'est que les vrais Lissoubis sont encore debout. Vous en avez un devant vous. Les vrais Lissoubis sont encore debout et il y en a d'abord, il y a un qui est devant moi, ce que vous venez de me dire, mais quel est donc l'avenir de l'UPADS tel que c'est parti? Je parle bien de l'UPADS au Congo-Brazzaville en tant que parti politique. Ben écoutez, à partir du moment où l'UPADS Sassou Nguesso, l'avenir de l'UPADS Sassou Nguesso, c'est d'être avec Sassou Nguesso. Maintenant, il y a une vraie UPADS. Celle que j'incarne avec d'autres qui sont restés dans la vision du président Pascal Lissouba, cette UPADS là, elle va vivre, elle va continuer à vivre, elle va continuer à faire des pays.
Et donc, les actes de la conférence nationale n'ont pas été appliqués parce qu'on se... Voilà, là, je vous ai passé l'interview de Monsieur Perrin, Christian Perrin, avec un membre de l'UPADS qui était aux côtés de Pascal Lissouba, le président élu par le peuple que Denis Sassou Nguesso a renversé par un coup d'État avec les armes qui ont été fournies par Jacques Chirac, par le gouvernement français. Alors, ça, et ce président est mort à l'étranger et enterré à l'étranger, alors que, soi-disant, notre pays, c'est un pays démocratique. Soi-disant, notre pays, c'est un pays libre, c'est un pays indépendant. Voilà, chers compatriotes, chers matriotes, tout ça, ce sont les exemples que nous sommes en train de vous montrer pour vous dire à quel point ces colons ne veulent pas lâcher, ces colons nous ont toujours tenus en otage et ces colons nous ont toujours utilisés comme leurs esclaves de maison, comme leurs serpillères, comme leurs essuie-pieds avant de rentrer dans leur maison. C'est comme ça que ces colons-là nous utilisent. Alors, vous, la jeunesse Congo, la jeunesse africaine, réveillons-nous ensemble. Ne vous contentez pas des petites choses que nous sommes en train de vivre dans ces pays-là. Ce sont les petites choses. Il n'y a pas quelque chose de plus important que les terres. Il n'y a pas quelque chose de plus important que son pays. Mieux vaut vivre petit chez soi que de vivre grand chez autrui. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Surtout quand je vois cette jeunesse africaine, quand je vois ces Africains qui sont à l'étranger, qui se bombent la poitrine en disant qu'ils vivent bien, en disant ceci. Chers compatriotes, c'est une honte. Chers matriotes, c'est une honte. Nous devons être plutôt fiers d'être chez nous. Regardez nos familles, nos parents qui sont en train de mourir dans la Méditerranée. Cela ne devait pas exister en plein 21e siècle. Pourquoi cela? Et parce que dans notre pays, dans notre continent, il y a le massacre, le pillage de nos ressources naturelles, le pillage de nos mines, le pillage de tout. On nous prive de ce qui nous appartient pour que nos parents fuient, pour que nos enfants fuient leur pays pour être remplacés par d'autres peuples. Chers matriotes, chers manafricains, manafricaines, réveillons-nous. Nous devons faire une histoire. Nous devons changer l'histoire. Nous devons revenir à la vraie histoire africaine. Alors, chers compatriotes, je vais vous montrer une vidéo que je suis en train de chercher pour... Voilà, chers compatriotes, je vais continuer cette vidéo que je suis en train de vous montrer et nous allons continuer parce que le réveil de conscience nous devons insister, persister sur ce réveil de conscience. La sensibilisation doit être relayée par tout le monde. Nous devons relayer les vrais messages. Nous devons être là pour protéger cette jeunesse, les braves présidents qui se sont levés pour prendre des responsabilités aux mains, pour servir les peuples, pour réveiller nos peuples. Nous devons les soutenir. Chers compatriotes, on veut changer en ce moment. Le fils bâtard de Denis Sassou Nguesso est en train de donner nos terres aux Tutsis, de changer notre peuple, de remplacer notre peuple par des Tutsis. Nous avons 1,5 million de Tutsis qui vont rentrer sur les terres au Congo d'ici là. Et là encore, les peuples Tutsis rwandais peuvent rentrer au Congo-Brazzaville sans demande de visa. Nous voyons tous ce que ces Tutsis-là font, la misère qu'ils sont en train de faire subir au peuple
de la RDC qui les avait reçus pendant l'opération turquoise, pendant les génocides de Tutsis. Voilà la récompense qu'ils sont en train de donner à ce peuple. Et nous, vous voulez que nous puissions accepter ça. Vous êtes en train de laisser que cela arrive sur nos terres. Nous avons déjà été massacrés par Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso qui n'arrête pas de nous massacrer. Denis Sassou Nguesso qui est étranger sur nos terres. Nous avons laissé cela se faire. Parce que nos parents n'étaient pas vigilants. Aujourd'hui, nous sommes en train de venir vous partager les messages avec vous, vous dire la vérité, vous dire la réalité, vous montrer la réalité par les images, par les écrits, par ce que nous disons. Alors, peuples africains, réveillons-nous, peuple Congo. Là, moi, maman Olga, la maman de la Fédération Congo, la gouverneure de Pangala, membre de conseil de Fédération Congo, que les Congos ont choisi par la pétition à créer un pays fédéral. La Fédération Congo est un pays, le 55e pays d'Afrique, créé par la signature de nos peuples, par la demande, l'envie, le besoin que notre peuple a voulu se séparer avec Denis Sassou Nguesso. Mais voilà que le fils de Denis Sassou Nguesso passe à l'étape suivante, passe à un niveau supérieur pour faire venir les Tutsis, pour venir tuer les peuples Congo sur leur terre. Réveillez-vous. Les complices, ceux qui sont des accompagnateurs de ce projet, qui sont des opposants falsifiés, les opposants artificiels, les destins gavés, qui aujourd'hui les Occidentaux veulent nous présenter parce qu'ils ont vu que les peuples africains, les peuples Congo se sont levés contre la succession du pouvoir par le fils de Denis Sassou Nguesso. Ils veulent nous passer une autre personne qui aujourd'hui travaille avec Christelle Nguesso. Christelle Nguesso que les Occidentaux eux-mêmes ont condamné plusieurs fois. Mais voilà qu'aujourd'hui, il est fier et conscient de vouloir remplacer notre peuple Congo. Chers compatriotes, ces gens-là ne comprennent pas le dialogue. Ces gens-là ne comprennent pas la paix. Ces gens-là ne comprennent pas, comment dirais-je, la tranquillité. Ils comprennent que l'agressivité. Donc cette agressivité, c'est quoi? Les peuples Congo doivent se doter des armes. Et ces armes-là, nous allons les trouver. Nous allons les trouver par tous les moyens. Et aujourd'hui, moi, maman Olga, comme le fils de Denis Sassou Nguesso a fait l'offre aux Rwandais de venir s'accaparer de nos terres, moi, maman Olga, je fais l'offre aux grands de ce monde qui ont des armes de nous venir en aide. Comme ça, nous allons chasser les ennemis de nos terres. Comme ça, nous allons chasser les complices de vouloir faire disparaître notre peuple Congo. Nous sommes ouverts à tous ces gens-là qui viendront, que nous viennons en aide. Nous sommes là pour la défense de nos terres, nous sommes là pour la protection de nos peuples, nous sommes là pour protéger ce qui nous appartient. Chers compatriotes, vous, les grands pays qui fabriquaient les armes, nous vous demandons, nous vous sollicitons que nous puissions travailler ensemble. Les terres nous appartiennent. Ce sont les terres des peuples Congo. On ne doit pas accepter que notre peuple soit remplacé par les peuples Tutsis. On ne va pas accepter que notre peuple, notre pays soit vendu aux Tutsis ou aux Rwandais. Chers compatriotes, j'espère que vous avez compris mon message. Ici, c'est maman Olga, la maman de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, la gouverneure de Pangala. Seule la lutte libère, le peuple gagne toujours. La Fédération Congo ou la mort, nous vaincrons. Vive les membres de la Fédération Congo, vive le Conseil fédéral Congo. Nous sommes ensemble, nous n'allons pas nous fatiguer.
Nous allons nous battre jusqu'à notre dernier souffle. C'est comme on le dit, seule la lutte libère et cette lutte-là, nous allons l'emmener jusqu'au bout. Denis Sassou Nguesso, c'est un génocidaire. Denis Sassou Nguesso, c'est un criminel. Denis Sassou Nguesso, c'est un putiste protégé par les colons, protégé par les Français. À Boupia, j'espère que vous avez compris.